Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder aujourd'hui un nouveau cours sur l'argumentation et la logique dans l'écriture académique. Commençons cette présentation par une définition essentielle. Qu'entend-on par argumentation dans un contexte académique? Il s'agit d'un ensemble de procédés discursifs par lesquels un auteur cherche à convaincre ou à persuader son destinataire de la validité d'une thèse. Cela implique non seulement la clarté de la pensée, mais surtout la structuration logique du raisonnement, appuyée sur des preuves véritables. Dans le cadre universitaire, l'argumentation n'est donc pas facultative. Elle est un cœur même de toute démarche intellectuelle rigoureuse. Poursuivons en examinant le rôle que joue l'argumentation dans les productions universitaires. D'une part, elle permet à l'étudiant de structurer et d'organiser sa pensée. D'autre part, elle garantit la validité scientifique du discours. Autrement dit, argumenter, ce n'est pas simplement exprimer une opinion. C'est démontrer, convaincre et ainsi participer à la construction du savoir. Sans argumentation solide, une dissertation, un mémoire ou une thèse perdent de leur valeur académique. Avant d'aller plus loin, il convient de distinguer l'argumentation d'autres formes de discours souvent mobilisées à l'université. L'explication vise à éclairer un phénomène, à en détailler les causes et les mécanismes. La narration, quant à elle, relate des faits dans un ordre temporel. En revanche, l'argumentation suppose une prise de position explicite. Elle peut certes intégrer l'explication ou la narration, mais toujours au service d'un raisonnement qui cherche à faire adhérer. Entrons maintenant dans l'architecture du texte argumentatif. Le point de départ, c'est la thèse. Elle constitue le noyau dur de l'argumentation, la position que l'auteur souhaite défendre. Formulée de manière claire et explicite, la thèse doit être à la fois pertinente, fondée et surtout défendable. Elle engage l'auteur dans une ligne argumentative qui lui faudra justifier de manière rigoureuse tout au long du développement. La thèse est une affirmation centrale à défendre. Par exemple, l'école a un rôle central dans la lutte contre les inégalités sociales. Ou encore, la mondialisation favorise l'uniformisation des cultures au détriment des identités locales. Pour soutenir cette thèse, l'auteur s'appuie sur des arguments. Ceux-ci doivent être construits avec logique, hiérarchisés et enchaînés de manière cohérente. On distingue différents types d'arguments. De faits, logiques, d'autorité ou encore fondés sur des valeurs. Chacun joue un rôle spécifique dans la démonstration et contribue à renforcer la crédibilité du propos. Argument de fait. Il s'appuie sur des données objectives, statistiques, événements, documents officiels ou autres. L'argument logique s'appuie sur une déduction, une causalité ou une analogie. Quant à l'argument d'autorité, c'est un fait qui appelle à une source reconnue, des chercheurs, des auteurs ou des institutions. Et l'argument éthique ou axiologique est fondé sur des valeurs comme ceux de la justice, de liberté ou d'égalité. Mais un bon argument ne suffit pas. Il faut l'incarner. C'est là qu'intervient l'exemple. Il rend l'argument plus vivant, plus parlant. Il peut être issu de l'actualité, de la littérature ou même être hypothétique. Peu importe sa nature, l'essentiel est qu'il soit pertinent, qu'il éclaire le propos et qu'il soit toujours mis en lien avec l'argument qu'il illustre. L'exemple ne remplace pas l'argument, il le sert. L'exemple, comme on a dit, ne remplace jamais l'argument. Il le renforce. Il doit donc toujours
être expliqué et relié explicitement à l'argument qu'il illustre. Il existe plusieurs exemples. Des exemples empiriques, faits, par exemple des faits d'actualité, cas historiques, phénomènes observables, ou bien des exemples littéraires ou culturels, comme des personnages, des œuvres, des références artistiques, ou des exemples hypothétiques, comme des situations inventées pour illustrer un raisonnement, exemple construit. L'argumentation universitaire ne serait pas complète sans la prise en compte des points de vue opposés. C'est ce que l'on appelle la réfutation. Elle consiste à anticiper les objections que pourrait formuler un lecteur critique et à y répondre de manière raisonnée. Cette démarche permet non seulement de renforcer la thèse défendue, mais aussi de démontrer une véritable capacité d'analyse et d'ouverture intellectuelle. Elle peut prendre plusieurs formes. Premièrement, une réfutation directe, où on expose un argument contraire, puis on le démontre logiquement. Deuxièmement, une concession-réfutation. Là, on reconnaît partiellement la validité d'un contre-argument avant de le relativer ou de le dépasser. Troisièmement, inversion argumentative, où on montre que le contre-argument, bien interprété, renforce en réalité la thèse initiale. Venons-en aux différentes manières de structurer un raisonnement. La structure en entonnoir part du général pour aller vers le particulier. Le plan dialectique, quant à lui, oppose des points de vue dans une logique thèse, antithèse et synthèse. Enfin, le plan analytique identifie un problème, en analyse les causes et les conséquences et propose des solutions. Chacune de ces structures peut être mobilisée selon l'objectif de l'auteur et la nature du sujet traité. Une bonne argumentation repose également sur la rigueur de l'enchaînement des idées. Cela passe par l'usage judicieux de connecteurs logiques, la cohérence entre les arguments et la structuration claire des paragraphes. Chaque paragraphe doit développer une idée précise, appuyée sur un raisonnement, et s'articuler harmonieusement avec les autres. La logique du discours est la condition de sa lisibilité. Parmi les sophismes les plus courants, on peut relever l'attaque de hominem. Ce sophisme consiste à attaquer la personne qui défend une idée plutôt que l'idée elle-même. Il détourne l'attention du fond du débat pour la recentrer sur des caractéristiques personnelles supposées disqualifiantes. Par exemple, vous ne pouvez pas parler d'écologie, vous roulez en SUV. Ce type d'attaque qui évacue l'argumentation rationnelle est contraire au principe du débat académique, selon Breton. Et durant l'année 2000. Aussi, autre exemple courant, la généralisation abusive, elle repose sur l'extrapolation hâtive d'un cas particulier à une règle générale. Par exemple, j'ai rencontré un étudiant mal poli. Les étudiants sont donc impolis. Ce raisonnement ignore la nécessité de données représentatives et repose un problème méthodologique majeur dans le raisonnement scientifique, selon Onguenot en 2008. Un autre exemple, la fausse causalité. Elle consiste à établir un lien de cause à effet sans preuve suffisante, souvent sur la seule base d'une succession temporelle. Exemple, depuis que l'on a changé de ministre, les notes ont baissé. Or, corrélation ne suffit pas à causalité.
et un tel raccourci compromet la rigueur logique du propos, selon Boisvert en 2004. Aussi, l'argument d'autorité. Ce sophisme repose sur l'appel à une autorité, scientifique, politique, religieuse ou autre, pour justifier une thèse, sans en discuter la validité intrinsèque. Par exemple, il faut croire à cette théorie, car elle est défendue par un prix Nobel. Bien que les experts soient des sources utiles, leur position ne remplace pas une démonstration argumentée. Et encore, les appels aux émotions, appels à la peur, à la pitié, au ridicule ou autres. Ces procédés visent à influencer le jugement du lecteur par une sollicitation affective plutôt que rationnelle. Par exemple, si vous n'adoptez pas cette mesure, vous serez responsable de la souffrance de milliers de personnes. Là, il détourne l'argumentation de son exigence de preuve et relève davantage de la rhétorique persuasive que de la rationalité académique. Pour identifier les sophismes et surtout les éviter, il est nécessaire de cultiver une vigilance critique à l'égard de ses propres raisonnements, et cela implique, premièrement, de toujours vérifier la validité logique des liens établis entre les idées. Deuxièmement, de s'assurer que les exemples ou les données mobilisées sont suffisants et représentatifs. Troisièmement, éviter les raccourcis argumentatifs qui jouent sur l'émotion et sur la réputation d'autrui. Et quatrièmement, privilégier des formulations nuancées, adossées à des preuves explicites plutôt que des affirmations catégoriques. Enfin, concluons sur l'importance d'une posture réflexive. Un bon argumentateur ne cherche pas à écraser les opinions contraires, mais à les comprendre, à les analyser et à en montrer les limites. Reconnaître des points de vue divergents ne fragilise pas une thèse, bien au contraire. Cela la rend plus robuste. C'est cette posture de discernement, d'équilibre et de nuance qui caractérise l'écriture académique aboutie.